Zverev vient de remporter son deuxième Masters et conclure une magnifique saison ponctuée de 6 titres, dont la médaille d'or au JO de Tokyo. À 24 ans, son palmarès est déjà plus que fourni avec 18 titres remportés. À titre de comparaison, c'est plus que Tim, Wawrinka ou encore Berdych. Mais il lui manque toujours le Graal pour un joueur de tennis, une victoire en majeur. You know, I wish one day that I can bring the trophy home. Thank you. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Alexander Zverev ou du Grand Z pour les intimes. Intraitable dès qu'il s'agit des 2 sets gagnants, il coince dès qu'il faut en remporter 3. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Zverev, le marathonien. Déjà 25 matchs disputés en 5 sets à seulement 24 ans. Et bien qu'il a un ratio très positif, il se pourrait que celui-ci soit trompeur. Puis nous verrons 2 parcours symptomatiques du Grand Z. Son premier quart de finale à Roland Garros et bien sûr sa finale à l'US Open. Alors on va voir en premier lieu Zverev, le marathonien, qui a déjà disputé donc 24 matchs en 5 sets au cours de sa jeune carrière. Quand même, il a un ratio très positif. On se rend compte que Federer, Nadal et Djokovic, au même âge, en avaient disputé beaucoup moins. Federer même n'en était qu'à 10. Est-ce que c'est vraiment un problème lorsqu'on voit son ratio? En effet, il a 70% de victoire, ce qui est mieux que Federer et Nadal en carrière. Un peu moins bien que Djokovic qui lui était à 78%. Mais bon, Djokovic est le maître absolu en la matière. Il ne perd quasiment pas en 5 sets. Mais cette stat est en réalité trompeuse et je vais vous le montrer. C'est qu'il ne faut pas juste regarder ce ratio, mais il faut l'analyser plus en profondeur en regardant le type d'adversaire qu'il affronte. Et on va voir que l'adversaire moyen ou plutôt médian est beaucoup plus faible que celui qu'affrontent Federer, Nadal et Djokovic lorsqu'ils disputent des matchs en 5-7. Je vais m'expliquer. Je vais déjà faire le distinguo entre moyenne et médiane. Alors la moyenne, le problème de cette statistique, c'est qu'elle est sensible à ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du salaire des Français, on entend souvent le salaire moyen et le salaire médian. On voit qu'il y a une énorme différence, quasiment 500 € d'écart. Et ceci s'explique tout simplement par ces fameuses valeurs aberrantes, c'est-à-dire pour le salaire français, des salaires qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population et qui tirent vers le haut la moyenne. Donc ça serait les salaires à des dizaines, centaines, voire millions d'euros, qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population française. Et cette médiane, elle, au contraire, elle va corriger ces valeurs aberrantes. On dit qu'elle n'est pas affectée par ces fameuses valeurs aberrantes. Donc c'est pour ça qu'il y a un tel écart entre le salaire médian et le salaire moyen en France. Maintenant qu'on connaît la différence entre la moyenne et la médiane, on va pouvoir regarder le profil des adversaires de Zverev lorsqu'il fait des rencontres en 5-7. Si on regarde uniquement les victoires, on voit que le profil du joueur serait le 53e joueur mondial et que pour la médiane, ça ne bouge pas beaucoup en étant le 56e. Cependant, si on compare à Federer, Nadal et Djokovic, eux, le classement moyen et le classement médian changent énormément. Nadal lui passe de la 48e place mondiale à la 15e. Et Djokovic lui-même gagne ses matchs en 5-7 contre un classement médian aux alentours de la 6e place mondiale. Donc ce qui est bien supérieur à Zverev, qui lui c'est autour de la 56e place mondiale. Et si on regarde les défaites, c'est la même chose pour Zverev. Là où le classement moyen et le classement médian ne disent pas du tout la même chose. En effet, 29e mondial pour le classement moyen et le classement médian est le 9e. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça corrobore justement son incapacité à faire des grosses victoires en Grand Chelem. En effet, je vous rappelle, il n'a toujours pas remporté une victoire contre un membre du top 10 en majeur. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Ça nous dit que Zverev, lorsqu'il joue des matchs en 5-7, il les joue non pas vers les quarts de finale, demi-finale ou finale, mais il les joue au contraire en première semaine. Et en effet, si on regarde les matchs en 5-7 de Zverev, on remarque que 70% d'entre eux se sont disputés en première semaine. Si on compare à Federer, Nadal et Djokovic, on se rend compte que eux jouent très peu de matchs en 5-7 en première semaine. En effet, Federer, sur tout l'ensemble de ses matchs en 5-7, il en a disputé que 23% lors des 3 premiers tours. Djokovic, c'est quasiment identique, 26%, et Nadal un peu plus. Mais est-ce que c'est vraiment négatif? Est-ce que le fait de jouer des matchs en 5-7 au cours de la première semaine l'empêche réellement de gagner un grand chelem? Eh bien, nous allons voir que Federer, Nadal et Djokovic, lorsqu'ils remportent leur grand chelem, ne passent que très peu de temps sur le court en première semaine. En effet, Federer, lui, 11 fois sur 20,
il n'a perdu aucun set lors des 3 premiers tours. Alors bien sûr, passer beaucoup de temps en première semaine sur le court ne veut pas dire qu'on ne va pas remporter le Grand Chelem, mais cela amoindrit grandement nos chances. On a un contre-exemple avec Federer qui remporte Roland-Garros 2009 en ayant passé beaucoup de temps sur le court en première semaine, avec des sets lâchés contre Osaka Suzo, contre Paul-Henri Mathieu, et si j'inclus le 8ème de finale contre Tommy Haas où il a 2 doigts de la défaite, en effet il est mené 2-7-0, balle de break contre lui. Et on peut faire le même constat avec Nadal, qui lui n'a pas perdu de set 12 fois lors de ses 20 majeurs. Alors bien évidemment, ça arrive souvent à Roland-Garros, où il est intraitable. D'ailleurs, il en a même gagné 3 sans perdre le moindre set. Une fois en 2008, une fois en 2010 et une autre fois récemment en 2017. Mais il a aussi un contre-exemple, qui est Wimbledon 2010, où il a fait 2-5-7 lors de la première semaine. Donc voilà, on peut quand même remporter un grand chelem lorsqu'on est en difficulté en première semaine, mais cela amoindrit les chances de le remporter, tout simplement. Et pour Djokovic, une fois sur 2, il ne perd aucun set en première semaine, donc on pourrait se dire que c'est moins vrai pour lui. Cependant, je vais tempérer, c'est que 8 fois sur 10, lorsqu'il perd au moins un set, il n'en perd qu'un en réalité. Ce qui va pas l'affecter énormément physiquement, surtout quand on connaît l'endurance du Serbe. Et Djokovic a également un contre-exemple, qui est l'Open d'Australie 2021. On sait très bien avec sa fameuse déchirure abdominale, où il était en énorme difficulté tout au long du tournoi, en lâchant des sets quasiment à toutes les rencontres jusqu'au quart de finale. Encore une fois, c'est pas absolu, mais ça diminue juste les chances de remporter le titre à l'arrivée. Et si on regarde les récents vainqueurs de Grand Chelem hors Big Three, on se rend compte qu'ils ne lâchent également pas de gomme en première semaine. En effet, Medvedev, lui, n'a pas perdu un seul set lors des 3 premiers tours lorsqu'il a remporté l'US Open cette année. Thiem, l'année dernière, également, avait lâché très peu d'énergie tout au long du tournoi, avec un seul set concédé avant la finale. Wawrinka à Roland-Garros, c'est pareil, il lâche un petit set, mais voilà, il n'est pas poussé dans ses retranchements et physiquement, il n'est pas entamé. Il y a quand même le contre-exemple pour Wawrinka de l'US Open 2016 où je crois qu'il sauve une balle de match en première semaine. Oh, what a point! Et pourquoi en fait c'est important de pas lâcher de sets en première semaine? C'est simplement donc à la fois physique mais aussi mental. Il y a ce qu'on appelle l'influx nerveux qui est important. On pourrait voir ça comme une sorte de réserve mentale, comme une réserve d'énergie dans laquelle on va puiser au fur et à mesure du tournoi. Et si on puise trop dedans, on n'en aura plus assez pour le quart, la demi et la finale. Et si on revient à Zverev, on voit qu'il a atteint 7 quarts de finale en Grand Chelem, mais que 5 fois sur 7, il a perdu au moins un set. Donc il va gaspiller beaucoup d'énergie pour atteindre ce stade de la compétition. Et on va prendre l'exemple de Roland-Garros 2018 où il a atteint son premier quart de finale. En effet, au cours de la saison 2018, il réalise une saison sur terre battue incroyable où il va gagner un Masters 1000, il va faire une finale, il va gagner Munich également. Donc il va arriver en pleine confiance à Roland-Garros. Le problème, c'est que pour atteindre ce fameux quart de finale, il va disputer tout simplement 3 matchs en 5-7. 3 matchs en 5-7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement et mentalement, il arrive complètement cramé en quart face à Dominic Thiem, où il se fait ouvrir en deux, 6-4, 6-2, 6-1. Le pauvre, il pouvait même plus courir tellement il avait dépensé d'énergie dans les 3 tours précédents. Donc là, on est sur un joueur à ce moment-là qui est en quart de finale, mais qui a tout donné pour atteindre ce stade de la compétition, alors que normalement, en tant que peut-être 4e ou 5e mondial à ce moment-là, il joue des adversaires qui sont largement à sa portée et qui pourraient écarter de son chemin beaucoup plus facilement. Et lors de l'édition suivante de Roland-Garros, même phénomène, où premier tour 5-7 contre John Millman qui n'est absolument pas un joueur de terre battue, 5-7 contre Dusan Lajovic qui lui est un peu plus à l'aise effectivement sur la surface. Mais voilà, encore une fois, il dépense énormément d'énergie en première semaine, que ce soit physique ou mentale. Et il arrive contre un Djokovic qui est largement au-dessus et qui le foudroie en 3-7, 7-5, 6-2, 6-2. Ça a été une boucherie le match, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez. 7-5, 6-2, 6-2. Et bien sûr, comment ne pas parler de l'US Open 2020 et de son parcours chaotique. Il faut déjà revenir sur le contexte du tournoi qui était pré-Covid, à huis clos, sans Federer, Nadal, un Djokovic qui se fait disqualifier face à Carreño Busta.
Donc évidemment, Zverev n'y peut rien, tout ça. Il a bien raison de profiter de cette opportunité pour tenter de remporter son premier Grand Chelem, qu'il a failli remporter d'ailleurs. Mais si on regarde plus en détail son parcours, on voit qu'il a puisé énormément à la fois mentalement et physiquement. En effet, il a quasiment lâché un set à chaque rencontre, et ce malgré un parcours relativement facile. Son adversaire le mieux classé était Pablo Carreño Busta à la 27e place mondiale. Donc on a vu des tableaux un peu plus compliqués pour remporter des grands chelems. Dans le milieu, on appelle ça tout simplement une Bartoli. Mais c'était une formidable opportunité pour lui d'atteindre une finale sans trop puiser dans ses réserves. Alors bien sûr, on pourrait se dire que mon argumentaire est fallacieux, étant donné qu'il a failli remporter un grand chelem de cette manière. Mais ma profonde conviction, c'est que Zverev ne veut pas gagner un seul grand chelem. Pour lui, c'est uniquement une étape. Et ce qu'il veut, c'est dominer pendant plusieurs années. Et s'il veut le faire, ça veut dire gagner plusieurs grands chelems. Et s'il veut en gagner plusieurs et donc dominer le circuit à terme et être numéro 1 mondial, il va devoir écraser ses adversaires en première semaine pour perdre le moins d'énergie possible, que ce soit physique et mentale, encore une fois. Et si on regarde ses parcours en Grand Chelem cette saison, on voit qu'il a du mieux, qu'il est plus performant. En effet, il a atteint 2 demi-finales, un quart où il perd contre le futur vainqueur, donc on va dire pas de chance au tirage, et 8ème de finale à Wimbledon qui est son Grand Chelem historiquement le plus faible. Mais ce qui est encourageant cette saison en Grand Chelem, c'est qu'il a passé beaucoup moins de temps sur le court en première semaine, ce qui lui a permis de mieux défendre ses chances en quart et demi, où il n'avait pas cramé physiquement et mentalement. Mais il faut quand même relativiser ses bonnes performances cette saison. En effet, si on les compare à celles de Federer lors de sa pire saison en Grand Chelem avant ses blessures, on voit que c'est presque identique, hormis une demi-finale supplémentaire, ce qui permet de relativiser ses résultats. Et enfin, pour Zverev, est-ce que 2022 sera l'année de la concrétisation? Est-ce qu'il va enfin remporter son premier majeur? Ses chances sont évidemment les plus importantes sur dur, donc à l'Open d'Australie ou à l'US Open. Je mettrai plus une pièce sur l'US qui est historiquement le grand chelem où il y a le plus de surprises. On a vu que récemment Medvedev l'a remporté, mais aussi Wawrinka, Cilic et Del Potro. Et selon vous, Zverev passera-t-il un cap la saison prochaine? Quelle est sa meilleure chance de remporter un majeur? La vidéo se termine ici, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, mais surtout intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer. Est-ce que je suis trop rapide ou au contraire trop lent dans mes explications? Est-ce que j'affiche trop de statistiques? Pour le prochain épisode, je pensais en faire un sur la deuxième balle et plus précisément la stratégie qui consiste à frapper cette deuxième comme une première. Est-ce qu'elle est rentable? On voit de plus en plus de joueurs la tenter, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Et si vous voulez voir les prochaines vidéos, claquez votre plus belle ace sur ce bouton.